Bonsoir à tous. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur la télévision nationale du Bénin. Voici les titres. Oral des ministres pour le budget 2025, 118 milliards pour la défense nationale, plus de 150 milliards pour la santé, 27 pour les affaires sociales et la microfinance. Qu'en feront-ils? Réponse dans un instant. Guerre contre l'emplissage frauduleux des bouteilles de gaz. On verra les résultats d'un contrôle inopiné effectué dans une zone frontalière par l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité. Hors du Bénin, changement de Premier ministre au Mali. En RDC, les adversaires de Félix Tshisekedi se battent pour la révision constitutionnelle. Les États-Unis, eux, disent non à une résolution de l'ONU sans libération des otages à Gaza. Merci de nous recevoir chez vous. Oral des ministres à l'Assemblée nationale pour expliquer les projets et enveloppes dédiés à leur budget 2025. C'est 118 milliards de francs CFA dédiés à la défense nationale. Voici les explications du ministre Alain Fortuné Noati. Le budget de l'année 2025 a connu une hausse et ceci rentre bien dans le cadre de la lutte contre les nouvelles menaces qui sont des menaces de type asymétrique. Le budget 2025 est établi à 118 milliards contre 99 milliards l'année et quelques l'année dernière, soit une hausse de 18%. Cet accroissement est dû évidemment à l'accroissement de la menace, la réponse qu'il faut pour cette menace et les moyens qui accompagnent. Et ce budget 2025 est décliné en deux programmes essentiels. Le premier programme, c'est pilotage et soutien aux services et aux performances du ministère. Le deuxième programme, c'est protection du territoire national. En somme, le budget se résume à une administration performante, une administration de la défense performante au service du soldat, mieux protégé, mieux formé, mieux aguerri et disposant du matériel nécessaire pour accomplir sa mission qu'est la protection du territoire national, la dispensation de la quiétude dans la paisible population, afin que ceux-ci puissent vaquer à leur occupation et aux activités génératrices de revenus pour l'accroissement de l'économie nationale. De nouvelles mesures sont annoncées du côté du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Le budget avoisine 27 milliards de francs CFA. On écoute ici Véronique Toinfolé. Au titre de la gestion 2025, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a bénéficié d'un budget global qui s'élève à la somme de 26 milliards 983 millions 853 000 francs CFA contre 25 milliards 456 millions 173 000 francs CFA en 2024, soit une hausse de 6%, tirée notamment par les dépenses d'investissement public qui ont connu une hausse de 67,44% par rapport à l'année précédente. En dehors de la poursuite des grandes réformes engagées les années antérieures, les lignes affectées au budget du ministère des Affaires sociales 2025 seront consacrées aux principales activités: le démarrage effectif des travaux de construction et d'équipement des guichets uniques de protection sociale, le démarrage effectif des travaux de rénovation des centres de formation spécialisés des personnes handicapées et des centres de promotion sociale des aveugles, la prise en charge de 150 000 ménages pauvres extrêmes dans les 77 communes à travers des transferts monétaires pour la subsistance alimentaire et des activités génératrices de revenus grâce au programme Besoké, le relèvement économique de 2500 ménages victimes de chocs climatiques à raison de 200 000 francs CFA par ménage, la mise en place d'un système intégré de gestion au profit du ministère, l'intensification de l'assurance maladie obligatoire, le lancement de la première phase d'extension du volet H-formation au profit de 4 nouvelles communes, l'accompagnement de 3 000 artisans par l'octroi de crédits d'équipement, l'extension complète de l'implémentation de l'initiative des classes socio-éducatives, l'appui aux établissements inclusifs d'éducation et de formation des personnes handicapées à travers une subvention annuelle. Et vous convenez avec moi que mieux que par le passé, le gouvernement du président Patrice Talon accorde une place de choix
aux dépenses sociales dans le budget 2025, confirmant ainsi le caractère hautement social du quinquennat en cours. Des projets ambitieux donc pour les couches vulnérables. Et du côté du ministère de la Santé que nous réservons, le budget 2025 s'élève à plus de 150 milliards de francs CFA avec une hausse de 10%. Le ministre Benjamin Rompati en explique ici la pertinence. Le budget du ministère de la Santé a augmenté, ça c'est la première chose. Le budget se chiffre aujourd'hui à 150 milliards 111 millions contre 136 milliards 283 millions pour l'exercice 2024, soit une augmentation de pratiquement 13 milliards 800 millions, ce qui correspond à un taux d'accroissement de 10,15%. Donc, ce budget va nous permettre vraiment de pouvoir adresser les différents chantiers qui se situent au niveau des 3 programmes que nous avons au niveau du ministère de la Santé, le pilotage et le soutien aux services, la prévention et la sécurité sanitaire et l'offre et l'accès aux soins de santé. Il faut dire que ce budget s'inscrit dans le cadre de la poursuite des réformes qui ont été engagées depuis plusieurs années par le ministère de la Santé, avec la création de nouvelles structures, notamment de différentes agences. Donc, le budget que nous avons cette année-ci pour 2025 s'inscrit dans le cadre du renforcement du fonctionnement de ces structures, aussi bien les agences que les hôpitaux que nous avons au niveau du ministère de la Santé, mais également dans le cadre de la mise en place de ressources humaines de qualité pour faire fonctionner les structures sanitaires, mais également et surtout, évidemment, le centre hospitalier universitaire international de Calavi que nous avons déjà réceptionné et que nous allons ouvrir dans les toutes prochaines semaines. Et il y a également la mise aux normes des infrastructures sanitaires, des équipements et évidemment la politique de santé communautaire que le gouvernement a eu à mettre en place, que nous veillons aujourd'hui à vraiment à accélérer. Voilà donc pour le projet budgétaire de l'année 2025 du côté de la santé. Parlant de projet, l'évaluation environnementale sociale stratégique des projets publics préoccupe l'Agence béninoise pour l'environnement, ABE. Elle a réuni ce mercredi à Cotonou des acteurs des administrations ministérielles municipales pour les imprégner des dispositions légales en matière d'évaluation d'impact environnemental des projets publics. Monsieur Slassaron-Imon, Arnaud Adaya. Ces agents provenant de diverses structures sectorielles de l'État sont là en vue de vulgariser 2 outils d'évaluation environnementale et sociale. Il s'agit de l'évaluation environnementale stratégique et du cadre environnemental et social. La nécessité de vulgariser les outils de l'évaluation environnementale et sociale stratégique et le cadre de gestion environnementale et sociale vise à prendre en compte les questions environnementales et sociales dans nos PDC, nos plans de développement communaux, dans nos programmes et politiques pour la durabilité. L'évaluation environnementale et sociale est transversale. Ces agents vont être également témoins de la vulgarisation de nouveaux guides d'élaboration des études d'impact environnemental au Bénin. Nous avons un guide général de réalisation d'une étude d'impact environnemental et social, un guide de réalisation d'une évaluation environnementale et sociale stratégique et 9 guides sectoriels qui concernent les projets tels que le classement et les projets de classement et d'aménagement des forêts, des aires protégées, d'adduction d'eau potable, d'installation pétrolière, de construction de routes, d'électrification, d'exploitation de ressources minières et de la production industrielle. C'est des outils qui nous permettent de prendre déjà en compte l'environnement dans l'élaboration des politiques, des programmes, des plans, des stratégies. Mais malheureusement, c'est des outils qui sont très peu connus. Après 3 jours, la planification et l'intégration de l'environnement dans les politiques, plans et programmes de développement vont devenir réalité. On l'espère pour une meilleure prise en compte des impacts environnementaux des projets. Parlant d'impact environnemental, les effets néfastes des changements climatiques n'épargnent aucun pays du continent africain, pourtant très peu émetteurs de carbone, de CO2. Heureusement, les forêts sacrées sont des ressources naturelles d'adaptation au changement climatique, des poumons verts. Il importe donc de renforcer leur protection à travers les communes du Bénin. Il faut parer au plus pressé car certaines réserves vertes sont sous menace, telles la forêt sacrée Laou.
Nestor Sela et Michael Noati nous invitent à faire une immersion. Nous allons ici dans le village de Kondé, c'est dans la commune de Ouaké. Les forêts disparaissent chaque jour. C'est le cas de la forêt Lao de Kondé dans la commune de Ouaké. Mais la bonne nouvelle est que beaucoup de personnes ont décidé de les sauver. Nous travaillons depuis longtemps à protéger cette forêt. À chaque saison sèche, le village mobilise les jeunes pour faire les pare-feux. Ils nettoient tout autour pour éviter les feux de brousse. Il est formellement interdit autrefois de couper des arbres dans cette forêt sacrée qui nous est chère. On a trop intérêt à protéger la forêt. Mais on n'a pas de moyens, mais on a des projets, on fait des propositions, mais les moyens nous manquent. Sinon, on allait clôturer notre forêt. La pression démographique a réduit sensiblement la superficie de cette ressource naturelle. Mais le travail commun des dignitaires et gardiens de cette forêt assure la pérennité de la faune et de la flore de ce poumon vert. Il avait des singes noirs, il avait de différentes sortes de singes. Il avait des pois, il avait beaucoup, des akoutis, il avait plein. Bon, vous savez, quand vous êtes proche des animaux, les animaux aussi s'éloignent. Et ça fait que maintenant, il n'y a pas beaucoup d'animaux dans la forêt. Auparavant, il avait des forêts ici, et des arbres, des grands arbres ici. Et on sait que quand il a des arbres, il a des montagnes, ça nous appelle souvent la pluie. Dans des années antérieures, je sais bien que l'association du développement de l'arrondissement de Kondé a pensé à ça. Et on a même cotisé de l'argent pour pouvoir battre ces lianes-là qui tuent les arbres. On a lutté, ça n'a pas eu gain de cause. Que ce soit la conservation ou la protection des forêts, les deux approches contribuent au maintien de la biodiversité et à l'équilibre des écosystèmes. On en souffre trop. Les arbres, il n'y a plus des arbres à cause de ces lianes. Il n'a pas protégé. Même si on pouvait trouver les choses pour faire mettre les arbres dedans, entretenir, clôturer, même voire clôturer. Ça va nous enchanter. Comme ça, les animaux peuvent rentrer un peu. Les arbres même vont revenir un peu encore. Chaque année, on dit à la population, les chiens sortent massivement pour faire tout autour du pouce-aglet, 3 mètres, 4 mètres de largeur, et mettre feu précoce pour encercler la forêt. C'est un héritage pour l'arrondissement de Kondé. Nous ne pouvons pas concevoir un futur sans les forêts. Les forêts peuvent traverser le temps sans nous. Il est temps de s'en rendre compte. Je l'ai annoncé en titre, écho de la veille contre les abus et arnaques sur la marchandise, sur des produits aussi sensibles que le gaz. Allons voir ce contrôle inopiné effectué par l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité. Direction OOD, frontière Nigeria, dans le département du Plateau. Il s'y déroule l'emplissage frauduleux des bouteilles de gaz. Wenceslas Aroimon, Alexandra Diotan ont suivi l'équipe de l'ANM. Une descente musclée des contrôleurs de l'ANM à OOD. Dans cette boutique aménagée en bordure de voie se déroule une activité illicite. Aux commandes, une vendeuse apeurée. Nous vendons ici du gaz domestique. Quand le client arrive, nous rechargeons sa bouteille à hauteur de la somme qu'il apporte. Je ne sais pas d'où proviennent les grosses bouteilles. Je m'occupe juste de la vente. L'année dernière, nous avions fait cette même opération et nous constatons que malgré cette opération, les gens continuent à faire l'emplissage des bouteilles de gaz avec des balances non contrôlées et des gaz qui sont embouteillés dans les emballages des structures qui sont sur la place. Et ces opérateurs économiques ne cessent de charger des gaz ramenés du Nigeria dans ces bouteilles. Le mode opératoire consiste à ramener ces grosses bouteilles de gaz chargées du pays voisin, puis à transvaser leur contenu à l'aide de ce dispositif de fortune dans les bouteilles de 6 kg qui portent la marque des opérateurs locaux. Normalement, c'est les structures qui sont régulièrement installées qui sont les seules à faire l'emplissage des bouteilles de gaz, avec les conditions de sécurité et de normes qui sont liées à ça. Alors nous avions pu mettre la main sur une boutique qui a reconnu les faits, a été prise en flagrant délit. Et je crois que la fuite a été donnée aux autres boutiques et puis on n'a pas pu mettre la main sur les autres. Mais nous serons aux aguets et ce serait
vraiment une lutte acharnée pour pouvoir décourager à jamais cette manière de faire. Plus de répit donc pour ces opérateurs économiques indélicats. Bienvenue dans la minute juridique de cette semaine. On y met en lumière la robe de l'avocat. Pourquoi cet accoutrement particulier, ample, noir et bien intimidant à un premier abord pour justiciable néophyte? Que représente cette toge professionnelle de l'avocat? C'est la question de Marcela Rossi pour la minute juridique. La robe d'avocat a dès son origine une double signification. Elle représentait déjà le symbole, bien sûr, de la dignité, mais également de la puissance, puisqu'elle avait pour origine religieuse. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de la justice, on a plutôt l'image de la justice d'une part, et d'autre part, l'image de la neutralité de l'avocat à travers comme je peux le dire, son vêtement, c'est-à-dire sa robe. Un avocat ne saurait représenter son client à la barre sans être habillé dans sa robe d'avocat. C'est d'ailleurs une obligation prévue par les tests qui organisent cette profession-là. Et comme exemple, cette année déjà, le règlement intérieur harmonisé des barreaux de l'espace UEMOA prévoit déjà en son article 40 que l'avocat est tenu donc de se mettre dans sa robe lorsque celui-ci veut officier devant les juridictions. Et d'ailleurs, l'alinéa 2 précisera que le défaut de cela sera sanctionné comme étant une faute professionnelle. Passons à présent au concours d'excellence mathématique organisé à Parakou, initié par l'Association des professeurs de mathématiques des collèges Titirou, Albarika et Okedama. Par ce concours, les matheux veulent démystifier leur discipline pour inciter les apprenants à aimer cette matière scientifique. 6 lauréats ont pu tirer leur épingle du jeu au premier et au second cycle. On les voit avec Michael Nouati et Dorcas Tito Tchaledji. Ils sont nombreux à concourir pour cette édition 2024 du concours d'excellence en mathématiques, mais seulement 6 d'entre eux ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Ces lauréats viennent des collèges d'enseignement général de Titirou, Albarika et Okedama de Parakou. Avec une performance exceptionnelle, le CEG Titirou décroche la première place grâce à une moyenne parfaite de 20 sur 20. Pour que je sois première à ce concours, j'ai dû faire plusieurs exercices et mes parents, avec l'aide de mes parents, j'ai eu beaucoup de livres, j'ai révisé mes cours et j'ai suivi les cours des professeurs en salle. Je remercie les encadreurs et l'initiateur de nous avoir permis de participer à ce concours et d'être parmi les lauréats de ce concours. Il faut d'abord être discipliné. Quand vous n'êtes pas discipliné, vous ne pouvez pas mieux vous organiser et faire le travail. Autre chose, particulièrement en sciences, il faut beaucoup plus de concentration. Et quand vous faites le cours en classe, la première des choses qu'il faut cerner, ce sont les définitions et propriétés. Et vous accompagnez cela maintenant des exercices traités en classe et de vos propres exercices, vous avez toujours le résultat. L'objectif que vise le concours Excellence Mathématique, c'est de briser les complexes que les élèves et beaucoup de personnes ont vis-à-vis des mathématiques. Démythifier donc la discipline, agir sur les élèves pour qu'ils aient beaucoup plus envie de faire les mathématiques, leur montrer que les mathématiques font partie de la vie quotidienne et c'est un mode de vie. Les lauréats ont été récompensés avec des trophées, des médailles et des kits scolaires, incluant notamment des ouvrages spécialisés en mathématiques. L'Association des professeurs de mathématiques des CEG Titirou, Albarika et Okedama se dit déterminée à pérenniser cette belle aventure avec l'objectif d'inciter les apprenants à aimer les mathématiques et à exceller dans cette discipline.
Les sciences logiques comme les mathématiques, allons à présent vers une matière à peu près insaisissable et irrationnelle, la politique. Retour en politique dans ce journal à travers notre dossier. Alors que le camp présidentiel clame le caractère inclusif du code électoral, le principal parti d'opposition crie à l'exclusion et à une loi électorale adoptée juste pour le bloquer. À moins de 2 ans des élections générales de 2026, ce texte censé être régulateur fait l'objet plutôt de vives contestation de la part de l'opposition, de certaines organisations de la société civile et même de certaines institutions religieuses. Le code électoral contesté couvre-t-il une crise latente au Bénin? Que reproche-t-on réellement à ce document? Des analystes tentent d'y répondre dans le dossier politique signé Rachidat Biomama. Des griefs, le code électoral en fait l'objet, mais en fait, que lui reproche-t-on? L'article 132 et l'article 146. Ce sont ces 2 articles en fait qui semblent poser plus ou moins problème au niveau des acteurs politiques de l'opposition. On parle de l'article 132 qui, d'une certaine façon, rend l'éligibilité du président ou du candidat très compliquée. Il faut réunir au niveau du parrainage environ 15% de l'ensemble des maires et des membres de l'Assemblée nationale. Et de l'autre côté, on parle de la nécessité de réunir 20% de l'électorat du suffrage pour se retrouver à l'Assemblée nationale, alors qu'au préalable, c'était 10%. Et on a eu le résultat qu'on a eu. Critiques fondées ou pas? Non, mais écoutez, les critiques sont infondées. Et vous savez évidemment qu'en démocratie, c'est l'opinion majoritaire qui exprime la volonté des institutions. Donc ce code a été adopté et est passé par le moule du contrôle de la constitutionnalité, puis a été promulgué par le chef de l'État. Si les membres de l'Assemblée nationale qui ont voté et adopté cette loi ont fait leur travail, c'est la volonté du peuple qui est exprimée. Et donc remettre en cause cette loi, c'est remettre en cause l'expression de la volonté du peuple. Mais alors, comment comprendre les récriminations de l'opposition qui souhaite une relecture du document? Nous venons de voter le code, nous l'avions adopté, nous n'avons même pas encore expérimenté. C'est à l'expérimentation qu'on verra évidemment les problèmes, les goulots d'étranglement. Et on va procéder à des ajustements techniques s'il y en avait. L'opposition a un seul problème, c'est que techniquement, si on s'en tient aux prédispositions du code électoral, l'opposition est très mal partie. Le starting block ne voit pas d'opposants étant capable de compétir sur le plan des campagnes, sur le plan du parrainage, pour pouvoir compétir avec la mouvance telle qu'elle est aujourd'hui. Interrogé sur la question, Wilfried Léandre Rongbegui, porte-parole du gouvernement, est sans embâche. Le nouveau code électoral n'empêche personne d'aller aux élections. Il n'est ni exclusif ni chrysogène. C'est pas le code qui empêche. Le code, il est ce qu'il est. Il est ce que les membres de l'Assemblée nationale ont décidé d'en faire. Maintenant, c'est l'absence de perspicacité des acteurs politiques dans la naissance de ce code et sa mise en œuvre qui fait qu'il se retrouve aujourd'hui dans une position où, tel que ce code est là aujourd'hui, il ne leur permet pas d'aller forcément avec une prédisposition de pouvoir gagner. À partir de ce point de vue, l'opposition peut se permettre de dire que ce n'est pas inclusif. Pour ce qui est des citoyens, c'est assez simple. Le citoyen n'a plus la possibilité de choisir un candidat indépendant. Si un parti est réellement représentatif et ambitionne tenir compte des aspirations profondes des populations, le parti doit travailler pour pouvoir avoir un ancrage sur l'étendue du territoire national. Si ces partis politiques ne se mettent pas ensemble, ils n'ont aucune chance. Et même s'ils se mettaient ensemble et que la mouvance reste dans son bloc tel qu'il est aujourd'hui, il y a de fortes chances que cette mouvance continue dans la gestion de la chose publique. Le cadre de concertation de l'opposition fait-il le poids devant cette machine à broyer qu'est la mouvance? Rien n'est sûr. Chose évidente, l'un et l'autre, face aux nouvelles exigences, devront redoubler d'ardeur. En attendant les grandes joutes fin 2025, début 2026, voici l'info du jour. Le Bénin en finale du championnat scolaire zone B chez les hommes comme chez les filles. 2 performances que nous raconte ici Hospice Métoli depuis Niamey. Il revient notamment sur la qualification des 2 équipes en demi-finale.
Solides, les Guépards U15 scolaires finissent premiers de leur poule devant la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Les poulains de Séverin Daha surclassent les jeunes Ivoiriens dans le jeu et s'imposent 1-0 sur un penalty de Nicanor Agbo. C'est un match qui ne dure que 40 minutes. On a 2 fois 20 minutes, donc du coup, il faut très vite rentrer dans le match. Des deux côtés, on a eu à faire une belle équipe de la Côte d'Ivoire, très joueuse et accrocheuse. Après, nous aussi, on vient pour défendre le titre, donc c'était un match de très belle vache. Dans la seconde rencontre contre le Nigeria, un nul a suffi au bonheur de Izoudine et de ses coéquipiers pour régner en maître sur le groupe B et passer en demi, suivi de la Côte d'Ivoire qui a battu le Nigeria 1-0. Chez les jeunes filles, l'absence de l'équipe nigériane a simplifié l'équation dans cette poule B à 3. Le match gagné 1-0 par les Amazones U15 scolaires face à la Côte d'Ivoire permet aux Béninoises de rejoindre les demi en leader du groupe B. Le premier match, il ne faut pas le perdre. Il faut le remporter, quoi qu'en soient les circonstances. Il faut s'en sortir de très belle manière et nous avons su attaquer. En demi-finale, ce jeudi, les deux équipes béninoises seront opposées au Burkina Faso. Une qualification finale permettra aux garçons de se battre pour signer la passe de 3, tandis qu'aux filles, elle donnera l'occasion d'arracher leur billet pour la phase continentale pour la deuxième fois en 3 participations. Et voici notre tour à l'étranger, au Mali, en RDC, aux États-Unis. C'est Blaise Adampo qui nous y conduit. Après 3 ans et 5 mois, Choguel Kokala Maïga, Premier ministre malien, a été démis de ses fonctions mercredi par les autorités de la transition. Ce limogeage intervient après des critiques publiques formulées samedi contre le pouvoir. Le chef du gouvernement avait dénoncé son exclusion des prises de décision et évoqué le spectre de la confusion et de l'amalgame qui, selon lui, entoure la période actuelle de transition. Cette déclaration rare dans le contexte politique malien semble avoir précipité sa destitution. L'annonce a été lue à la télévision nationale ORTM par le secrétaire général de la présidence. 0656 PTRM du 20 novembre 2024, mettant fin aux fonctions du Premier ministre et des membres du gouvernement. Dans la journée de ce jeudi, le général Abdoulaye Maïga a été nommé Premier ministre de la transition du Mali. Jusque-là, porte-parole du gouvernement, Abdoulaye Maïga est une figure médiatique du régime malien. Désormais, 2 généraux sont à la tête de l'exécutif au Mali. C'est une occasion inespérée pour l'opposition. Le débat qui enflamme la République démocratique du Congo autour du projet de modification de la Constitution est une chance inattendue pour l'opposition congolaise de sortir de sa léthargie après la victoire écrasante de Félix Tshisekedi à la présidentielle. Les opposants au chef de l'État se font de nouveau entendre dans une cause commune, défendre une constitution menacée. Pour l'opposition, la révision de la loi fondamentale n'a qu'un seul objectif, permettre à Félix Tshisekedi de rester au pouvoir après son 2e et dernier mandat. Les États-Unis ont opposé leur veto au vote d'une résolution de l'ONU sur un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Il s'agit du 4e veto américain depuis octobre 2023. La résolution prévoyait un cessez-le-feu immédiat et la libération immédiate des otages dans la bande de Gaza. Le texte voté mercredi au Conseil de sécurité de l'ONU a recueilli 14 voix pour et 1 contre, celles des États-Unis qui ont opposé leur veto. Permettez-moi de le dire clairement, 7 citoyens américains sont encore aux mains du Hamas. Nous ne les oublierons pas. De notre côté, nous continuerons à rechercher une solution diplomatique qui apporte la paix, la sécurité et la liberté aux Palestiniens de Gaza, a déclaré Robert Wood, ambassadeur adjoint des États-Unis à l'ONU. Cette position des États-Unis suscite la colère de la diplomatie palestinienne. C'est la fin. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes. Bonsoir chez vous.